pour reconnaître une orchidée de n'importe quelle autre fleur, de n'importe quelle autre fleur du règne végétal, il faut se dire 3, 2, 1. C'est-à-dire que derrière la fleur, vous avez ce qu'on appelle des sépales. Les sépales, c'est ce qui généralement fait le calice d'une fleur. Et chez l'orchidée, il n'y a que trois sépales qui sont généralement colorés. Devant la fleur, devant la fleur, nous avons deux pétales, deux pétales et un pétale particulier qu'on appelle le labelle. Voilà. Et donc, les 6 éléments conjugués vont faire que c'est une fleur d'orchidée. Alors, en fonction des espèces, vous avez des organes qui seront plus ou moins longs ou atrophiés, etc. Mais enfin, sur n'importe quelle autre orchidée, celles que vous pouvez rencontrer dans les sous-bois, dans les fossés, etc., si vous apercevez qu'il y a 3, 2, 1, vous avez donc une orchidée. Au milieu de la fleur, vous avez ce qu'on appelle la colonne. Et cette colonne sont les organes reproducteurs de la fleur. Donc, il y a 3 modes de multiplication. Vous avez la division simple, hein, c'est-à-dire qu'on va fragmenter une orchidée, la diviser végétativement. Vous avez le semis et le clonage. Pour notre part, on va souvent utiliser le semis. Et pour faire des graines d'orchidée, nous allons collecter les pollens, les pollinies qui sont au centre de cette colonne, que l'on va mettre en dessous, dans la partie, la cavité femelle, pour polliniser la fleur. Et donc, la tige qui retient la fleur va donner le sac de graines. Si ça avait été une vanille, ça aurait été une gousse de vanille. C'est voilà d'ailleurs une gousse qui a été pollinisée. Et donc, en haut, au bout de cette gousse, il y avait la fleur qui a fané. Alors, le principal intérêt d'une fleur, c'est d'avoir des bébés. Hein. Dès qu'elle est pollinisée, dans les 24-48 heures, elle se fane et le fruit, la gousse, se forme. Cette gousse, alors, dans la nature, vous voyez là une éprouvette dans laquelle il y a des graines d'orchidée. Et ces graines d'orchidée sont excessivement fines. Ça ressemble vraiment à de la poussière. Hein. Alors, ce qui fait que contrairement à un haricot, un petit pois, à une noix de coco qui peut puiser son énergie pour démarrer son existence, la graine d'orchidée ne peut pas germer de la même façon. Et il faut dans la nature qu'elle soit en osmose ou associée à un champignon qui est un rhizoctomia pour démarrer son existence. La graine qui va tomber à côté du rhizoctomia n'aura pas de germination. Par contre, une fois qu'elle a démarré son existence, elle fait de la végétation, elle fait de la photosynthèse, et à partir de ce moment-là, elle n'a plus besoin du champignon, elle peut croître d'elle-même. Et donc, ces graines sont stérilisées, et puis on va les mettre dans ce qu'on appelle un milieu de culture. Alors, ce milieu de culture, il est généralement composé d'agar-agar que vous pouvez retrouver en cuisine, dans lequel il y a un cocktail, alors souvent assez sucré, de jus de fruits, etc. Mais enfin, il peut y avoir des éléments chimiques, hein, de synthèse qui donnent comme de l'engrais, en quelque sorte. Et donc, ces graines vont germer, et puis elles vont aller dans ce qu'on appelle une chambre de culture qui jouxte le laboratoire. Alors, le laboratoire, que l'on voit là, comme la chambre de culture, ne sont pas des milieux purement stériles, mais en tous les cas très aseptisés, parce qu'on craint les champignons, les virus, les bactéries. Hein, ce sont des organes assez sensibles. Donc, elles vont être dans ce laboratoire et dans des fioles comme ça, où il y aura une petite osmose entre l'intérieur du bocal et l'extérieur, où elles vont grandir régulièrement. Et puis, alors, elles vont passer probablement entre quelques mois, voire 1 an ou 2, en chambre de culture, où elles vont grandir régulièrement, prendre du volume dans ce bocal. On va régulièrement les sortir, et comme un champ de radis, on va les éclater, hein, en quelque sorte, et en faire d'autres bocaux. Et enfin, voilà, là,
on les met dans d'autres bocaux hein, pour qu'ils prennent. Et enfin, elles terminent leur existence sous cette forme-là, où elles sont relativement grandes. Donc, à ce moment-là, elles sont, on va dire, majeures, et donc on va les planter à l'extérieur. Alors, dans des petits pots à l'extérieur, hein, toujours dans des serres. Et pour les plus précoces, à la deuxième ou à la troisième année, elles se mettent à fleurir. Mais là, alors il faut s'imaginer que dans une éprouvette ou dans une gousse, vous avez des milliers et des milliers de fleurs. Alors il faut s'imaginer 30 000 fleurs qui se lèvent d'un coup. Et si je suis parti schématiquement d'un papa qui est blanc et d'une maman qui est rouge, bien sûr, elles vont prendre les caractères génétiques des deux parents. Et donc j'aurai du blanc comme papa, du rouge comme maman, mais du blanc et du rouge mélangés, etc. Donc des individus avec chacun leur caractère. Et donc cette opération va nous permettre simplement de faire ce qu'on appelle de la sélection. C'est-à-dire que dans ce champ de fleurs, mis à part la première impression qu'on aura d'une fleur, on va avoir un certain nombre de critères. Hein. C'est la grosseur de la fleur, c'est le nombre de fleurs sur la hampe florale, est-ce que la hampe florale est grande ou petite. Si rien ne nous intéresse, tout le monde va à la poubelle, mais on peut en sélectionner une, deux ou trois, hein, parce qu'on ne les a pas sur notre catalogue. Les élus repartent au laboratoire. Et là, on va aller prélever dans ces plantes des cellules souches. Ces cellules souches, alors, vous avez des cellules qui vont faire que de la feuille, que de la branche, que du tronc, etc. Là, c'est une cellule bien spécifique, dite de méristème, c'est-à-dire qu'elle est capable, en quelque sorte, c'est un embryon. Elle est capable de donner naissance à une plante entière. Et donc, cette cellule, on va la mettre en culture, comme sur cette photo, et donc, elle va se développer, et régulièrement, on va la fractionner hein, pour la diviser. Si on en veut 20 000, eh ben, il y aura autant de fractions. Alors, ça peut durer un certain nombre de temps, hein, parce qu'il faut. Hein. Elles repartiront dans. Alors, attendez. Avant d'être dans les bocaux, on va leur dire d'arrêter d'être des cellules quand même. Hein, et donc, on va administrer des hormones qui sont des hormones végétales. Et de ces cellules vont démarrer des petites plantules, comme sur la photo. La même opération va durer de mois à 2 ans, hein, c'est variable en fonction du type d'orchidée. Et puis après, une fois majeures, on les replante à l'extérieur. Et donc là, on a, comme elles sont issues d'une cellule unique, vous avez des champs, des fleurs qui, au pixel près, sont toutes les mêmes. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on obtient des champs de jaune, des champs de rouge, des champs de vert, etc. Voilà. Donc, en gros, dans le semis, vous avez des frères et des sœurs avec chacun leur caractère. Et dans le clonage, on a en gros des jumelles. Hein, voilà. Et donc, on arrive à l'orchidée. Et donc, pour entretenir une orchidée, l'existence d'une orchidée, c'est au bas mot 50, 60 à 80 ans, si tout va bien. Vous avez donc une orchidée. La plus commune, c'est le phalaenopsis, parce que c'est ce qu'il y a de plus florifère, hein, qui tient le plus longtemps en fleurs. Mais vous avez en gros 30 000 espèces dans la nature, réparties en 850 genres. 30 000 espèces, 850 genres. Alors vous avez le genre phalaenopsis, vous avez le genre dendrobium, vous avez le genre cattleya, vous avez le genre là j'ai un oncidium, j'ai un cattleya, j'ai un prostekea, etc. Et donc, sur ces 850 genres, 30 000 espèces. Quand vous avez votre orchidée et qu'elle a fini de fleurir, je vais couper la tige florale. Alors là, vous avez 3 options. Ou bien vous ne savez pas et vous ne coupez que ce qui est sec. Ça, c'est le moyen le plus sûr. La deuxième option, c'est de couper sous la dernière fleur. Voilà, j'ai coupé sous la dernière fleur. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'est de compter 3 nœuds à partir du bas. 1, 2, 3 nœuds à partir du bas. En fait, le principe est que, en coupant sous la dernière fleur, la tige est relativement haute, et si elle avait voulu repartir en fleurs, les tiges, elles repartiraient en fleurs à partir du haut des nœuds de la tige florale. Donc, les tiges florales naissantes seront beaucoup plus courtes que si j'avais coupé au 3e nœud. Au 3e nœud, la hampe sera beaucoup plus longue et plus élégante. Voilà, c'est le principe du 3e nœud. Une orchidée, ça se rempote tous les 2 ou 3 ans. Alors, 2 impératifs pour le rempotage. D'abord,
le moment précis, c'est-à-dire qu'une fois défleurie, il y aura des feuilles de cœur qui vont apparaître, et c'est le moment précis où on va la manipuler. Pour une bonne raison, c'est que lorsqu'elles émettent une nouvelle feuille, elles émettent généralement de nouvelles racines. Et donc, derrière, la reprise est plus facile, alors qu'elle peut être en latence, en dormance, etc. Donc, à ce moment-là, on pourra la rempoter. Comme je vous disais, deux raisons pour lesquelles on les rempote. Ou bien il y a trop de racines à l'extérieur. Et donc, le risque, c'est que, alors dans des serres, c'est beaucoup plus facile, mais chez soi, l'atmosphère est beaucoup plus sec. Et donc, le risque, c'est que ces racines sèchent. Or, c'est quand même par là qu'elles se nourrissent le plus. Ça, c'est une des deux raisons. La deuxième raison, c'est qu'au bout de 2 ou 3 ans, les écorces euh, vont se dégrader. Et donc, elles vont apporter des racines, des poussières qui risquent d'asphyxier vos racines. Hein, donc, c'est la deuxième raison pour laquelle on rempote une orchidée. En règle générale, ce sont toutes des plantes d'origine tropicale, toutes des épiphytes qui vivent dans les arbres, et donc il faut un milieu relativement drainant. La majorité du substrat qui compose, de la matière qui compose le substrat d'orchidée, en grande majorité, c'est de l'écorce. Alors, c'est de l'écorce de pin, plus ou moins grossière en fonction du type d'orchidée, mais en gros, les grosses racines vont demander un substrat assez grossier et les racines plus fines de certaines orchidées vont demander des écorces plus fines. Donc, matière grossière pour les grosses racines, matière fine pour les racines les plus fines. Dans ce mélange d'orchidées, vous pouvez retrouver de la fibre de fougère ou de coco. Vous pouvez retrouver de l'argile. Alors, ce sont des produits qui sont censés retenir l'eau, sachant que c'est beaucoup plus sec chez vous que dans une serre. Il y aura des produits de rétention d'eau, de l'argile. Vous pouvez retrouver de la sphaigne. Vous pouvez retrouver du charbon. Et mieux que la sphaigne, vous avez alors c'est pas tendance, mais c'est du polyuréthane, c'est du pétrole, la mousse pour orchidées. Et alors, dans tous les substrats à base d'écorce, comme les écorces sont relativement acides, on va toujours rajouter un petit peu de cocaïne. Et Et si vous n'avez pas de cocaïne, vous optez pour de la dolomie. C'est plus sain. C'est un petit peu de calcaire. Équilibrer le pH de votre substrat. Voilà, j'ai fait au plus concis. Ça vous plaît? Merci. Oui, alors en règle générale, pour entretenir une orchidée, on la baigne pendant 10 minutes, un quart d'heure par semaine, pour celles qui sont en pot. Mais il existe des orchidées, comme les vandas, qui sont en racines nues. Alors là, on conseille un bain par semaine l'hiver, mais en fonction de la température, ça peut être, si ça monte au-delà de 30, 35, 38 degrés, ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours. Mais en règle générale, une plante en pot, on la baigne 10 minutes, un quart d'heure par semaine. On égoutte bien. Et la chose la plus importante, alors ce n'est pas propre aux orchidées, mais c'est de lui donner le maximum de lumière, parce que toutes les plantes à fleurs, généralement, demandent beaucoup de lumière. Voilà, mais pas de soleil direct, donc un petit voilage quand le soleil est intense. Oui, alors, vous avez la possibilité, ou bien, alors, comme je vous disais, la majorité des orchidées que l'on voit, ce sont des phalaenopsis. Or, le phalaenopsis, dans la nature, est plaqué à l'arbre. Et donc, les feuilles et les racines font de la lumière. Chez vous, si cette orchidée est bien placée, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de la photosynthèse se fait par les feuilles. Et donc, un cache-pot, c'est quand même beaucoup plus joli. Par contre, si elle est plus retirée par rapport à une source de lumière, dans une vieille maison de village, il y a un balcon au-dessus, etc. S'il y a beaucoup moins de lumière, il vaut mieux dégager le cache-pot pour donner de la lumière aux racines et pour que la plante se porte bien. Monsieur, j'ai une question aussi. Une fois qu'on a coupé
Oui, oui, excusez-moi. Une fois qu'on a coupé notre orchidée qui Oui. est morte au troisième nœud, Oui, en attendant qu'elle reparte, on les entrepose où? À l'intérieur, à on les l'extérieur? garde à l'intérieur. Alors, À au minimum, l'intérieur. voilà, ça reste des plantes d'origine tropicale. On les garde toujours à l'intérieur. Pas dans un coin du évitant- jardin. En évitant d'être en dessous de 15 degrés. Hein. Ok. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien que d'origine tropicale, un phalaenopsis, ça se trouve entre le bord de mer, hein, donc 0 d'altitude et jusqu'à une moyenne de 500-800 mètres d'altitude, donc toujours chaud. Ça n'empêche que même sous les cocotiers, il y a un petit hiver. Et cet hiver, il va tomber à 14, 15, 16 degrés. Et quelquefois, il est bon d'avoir cette variation de température pour qu'elle se repose, qu'elle hiberne, qu'elle se mette en latence. Et dès qu'elle retrouve un milieu plus favorable, elle se met en tige et en fleurs. Et on les met donc à l'intérieur, mais pas avec un soleil direct, dans Voilà, une pièce. à l'intérieur, toujours, et pas de soleil direct. Mais Par de la contre, lumière, beaucoup de il y a des lumière. orchidées comme le cymbidium qui sont originaires d'Inde, qu'on retrouve du bord de mer jusqu'à 4000-4500 mètres d'altitude dans l'Himalaya. On a été croiser la grosse fleur qui est sous les cocotiers avec la résistance de celle qui est à 4500 mètres d'altitude, et ça donne une plante pour qui il est impératif de frôler le gel pour bien refleurir. Si elle est dans un milieu trop favorable, elle ne fleurit pas, voire très mal. Bonjour madame. Quand on a coupé, peut-être au deuxième nœud, Oui. c'est fichu? Non, oui. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la plante qui va décider du moment de sa floraison. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, que vous coupiez derrière à la dernière fleur ou au troisième nœud, c'est elle qui va se dire je vais repartir en fleurs ou pas. Hein. Donc, dans le meilleur cas, elle va redémarrer tout de suite. Sinon, elle peut rester verte et attendre assez longtemps, hein, jusqu'au moment où elle se décide, voir si elle est fâchée. À ce moment-là, elle va sécher jusqu'à la base et repartira du pied une autre fleur. Mais en coupant en dessous du troisième nœud, c'est compliqué pour elle de redémarrer. Hein, ça, c'est voilà, c'est compliqué. Merci. Donc, ne pas couper trop bas non plus. Ou alors, elle repartira du pied lui-même. D'autres questions? Oui? Ah oui, bien sûr. Alors, quand on fait des hybrides, on a déjà une petite idée de ce qu'on recherche. Par contre, c'est comme avoir un enfant avec les yeux bleus, on n'a pas toujours l'histoire. Hein. Et donc, quelquefois, ce qu'on peut se dire, c'est quand on a fait un croisement et qu'on a approché ce que l'on recherchait, on peut se dire, tiens, j'aimerais bien, je recherchais un liseré autour du pétale. Et donc, à ce moment-là, ou on refait les croisements, ou alors on va croiser la plante obtenue avec une autre plante pour espérer avoir ce que l'on cherche. Hein, voilà, c'est... Devient jaune. Oui, alors... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont toutes des épiphytes qui sont accrochées à l'arbre et qui montent dans les arbres. Et normalement, au fur et à mesure qu'elles montent, elles perdent les feuilles du dessous. Hein. Donc, ça peut être normal qu'il y en ait quelques-unes, une, deux, ou voire trois au maximum, qui jaunissent. À ce moment-là, à partir du moment où elles font plus de photosynthèse, on peut les couper. Par contre, quand une orchidée s'avachit complètement, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau des racines. Alors, si on est parti en vacances 3 semaines, 1 mois, et qu'on ne l'a pas arrosée, ça s'explique, etc. Bon, le premier réflexe, c'est de la mettre dans l'eau. Vous la mettez dans l'eau 24-48 heures. Si elle ne réagit pas, à ce moment-là, il faut tout de suite aller voir les racines, hein, et voir qu'elles sont généralement dégradées et que la plante n'arrive plus à s'hydrater. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on dégage tout, on nettoie, on nettoie, on rempote, et c'est reparti. En priant Sainte Rita quand même. Merci. Encore une question sur l'arrosage alors des orchidées. Oui. Donc on ne fait que le 10-15 minutes par semaine sous le robinet, on n'arrose pas tous les jours. Non, non. On vaporise pas. Vous pouvez, mais le bénéfice est très mince.
Ok. Dans leur milieu naturel, elles sont baignées d'humidité. Alors, c'est des plantes qui aiment l'eau, qui aiment l'humidité, mais ça n'empêche que, voilà, c'est constant. Alors que dans notre milieu, en plein été, généralement, on les vaporise quand il fait trop chaud. Le bénéfice est très maigre parce que 5-10 minutes après, c'est sec. D'accord. Tout est évaporé. Donc, il n'y a pas grand intérêt en tous les cas. Ok, merci. Oui. Oui. Ah, vous pouvez avoir de la cochenille. Alors ça, c'est le côté phytosanitaire. Alors la cochenille et les trix, ce sont deux insectes parasites qui viennent, dits piqueurs, suceurs, qui viennent ponctionner la sève de la plante et qui peuvent mettre en péril cette plante. Si c'est vital, à ce moment-là... Alors le problème, c'est que il y a 15-20 ans, on avait encore des produits efficaces, dits systémiques, c'est-à-dire qu'on empoisonnait la plante et l'insecte qui venait piquer la plante s'empoisonnait, mourait. Par la même occasion, l'horticulteur qui traitait mourait aussi. Mais actuellement, on a des produits pour le bien de la planète qui sont de plus en plus légers, de plus en plus soft, et donc les traitements sont aléatoires et de longue durée, 5-6 semaines. Mais quelquefois, alors, ce qui peut se passer, c'est que ces insectes sont dans les interstices des feuilles et qui fait qu'ils sont indélogeables et inaccessibles. Et on traite pendant 6 semaines, tout va bien, mais 1 mois et demi ou 2 après, il y a une résurgence, ça revient. Donc à ce moment-là, le mieux c'est de dépoter la plante, le faire au bon moment, en période de végétation, on dépote la plante, on la met à nu, on passe un coup de jet assez viril, assez tonique pour éliminer tous les haies et on traite malgré tout. Ne pas oublier de se laver les mains parce que le moindre œuf qu'on remet... oui, mais vigoureusement. Il faut que ce soit assez tonique pour que... voilà, quand on lave toutes les plantes, toute la plante, les racines, les mains, le pot, etc. Si on n'a pas de substrat sous la main pour la rempoter, l'ancien substrat, on le met au micro-ondes 3 minutes, ça tue tout ce qui est vivant et on rempote avec.